Matinale qui sera suivi d'autres événements dans les mois qui viennent. Donc, le thème qui a été retenu cette année, ce sera la sécurité. Donc, on va démarrer par une présentation du groupement de la gendarmerie avec l'adjudant Després ici présent. Et puis ensuite, on continuera avec Romain Graletti, donc dirigeant de la société RLG Telnet, où on évoquera les différents détails de la mise en place d'une sécurité informatique dans vos entreprises. Donc, je commence avec l'adjudant Després, bienvenue. C'est une première, je crois. On n'a jamais fait ça ensemble. Tout à fait, merci d'intervenir. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Donc, vous êtes référent sûreté et en intelligence économique. Vous êtes chef de la cellule de prévention technique de la malveillance. Donc, pouvez-vous nous décrire les missions et les actions concrètes que vous menez au quotidien sur ces sujets? Alors, oui, effectivement, je suis chef de la cellule de prévention technique de la malveillance qui est composée de 3 référents sûreté, donc, dont les missions principales sont la prévention situationnelle. Donc, c'est bien une démarche intellectuelle de sécurisation des sites ou de modification de la physionomie du site pour dissuader le délinquant de passer à l'acte, notamment dans les atteintes aux biens. En plus de cette mission, 2 de ces référents sûreté sont formés en intelligence économique, donc pour venir en appui dans la sécurisation des entreprises, notamment sur le volet économique et numérique. Puisque je suis là aujourd'hui pour cela, effectivement, le mode opératoire de la délinquance actuellement est davantage facilité par l'usage des outils numériques et par Internet. On verra les chiffres tout à l'heure, en effet. Et quel est le constat que vous faites justement aujourd'hui par rapport au fait de cybercriminalité en 2020, et notamment dans le 44 et la région? Alors, on va distinguer les atteintes aux particuliers des atteintes aux professionnels. Effectivement, l'année 2020 était une année un petit peu particulière, ça je ne vous le cache pas, et on a constaté, pour les atteintes aux biens plus classiques, une forte baisse de la délinquance, suivant les territoires, ce qui n'est pas le cas partout, mais suivant le territoire, dans sa globalité, il y a une baisse des atteintes aux biens des particuliers. A contrario, forcément, les professionnels ont été davantage impactés, puisque la délinquance étant confinée, s'est peut-être mise aussi à utiliser des modes opératoires, notamment piraterie sur Internet. Voilà. Donc le volume de faits constatés au niveau national est de l'ordre de 1000 faits de cybercriminalité par mois en zone gendarmerie. Voilà. Donc il y a une montée en puissance de cet outil de délinquance et l'avenir nous dit que les choses vont continuer à évoluer, même si derrière nous avons des capacités de réponse, de détection et de réponse judiciaire. Effectivement, la gendarmerie se réorganise pour venir en appui de ce type de délinquance pour essayer de la neutraliser. D'accord. Et comment vous vous organisez au niveau de la gendarmerie, localement, j'entends, parce que là on est sur 44 Alors, pour revenir sur les fondamentaux, effectivement, la gendarmerie est structurée de manière pyramidale, donc avec un réseau très dense de brigades qui est calqué sur les anciens cantons électoraux, ce qui permet à la fois de garantir un maximum de présence humaine sur le territoire, une remontée du renseignement et une capacité d'intervention assez rapide. Au niveau plus central, effectivement, vous avez des unités d'appui comme la mienne qui permettent de venir renforcer ou porter conseil aux gendarmes qui sont sur le terrain. Donc vous avez à la fois une filière de sécurité publique qui est là vraiment en prévention de proximité et avec des moyens techniques complémentaires. Vous avez la filière anticipation opérationnelle, donc avec un morceau de renseignement administratif, c'est des services de renseignement dédiés à la recherche de renseignements autres que criminels, avec aussi la préparation des forces, notamment la gestion des sites sensibles, etc. Et enfin vous avez la filière judiciaire, travaille à la fois en renseignement criminel pour neutraliser les phénomènes sériels ou les équipes, les brigades, les bandes organisées, et qui a posteriori pour identifier les auteurs et les présenter devant la justice. Donc tous ces métiers ont un volet d'intervention dans la matière de cybercriminalité. Nous, en tant que sachants en matière de prévention, forcément, nous travaillons davantage avant la commission des faits, comme aujourd'hui, où je sensibilise notre public pour leur donner les bons conseils que ça n'arrive pas. Lorsque ce n'est pas possible et que les choses ont déjà été commises, forcément, la phase judiciaire interagit avec nous. C'est vraiment des métiers transverses, on travaille en équipe.
Et suivant les besoins, on se déplace avec un ou plusieurs représentants des filières que je vous ai décrites précédemment. Et donc, a posteriori, dans la phase judiciaire, nous avons des techniciens en investigation criminelle, nous avons des experts en nouvelles technologies, et nous avons des analystes en criminalité, hein, qui sont là pour faire des recoupements et qui ont des outils numériques pour faire des investigations sur le réseau. Voilà. Et puis donc, vous avez effectivement aussi les services de renseignement qui, dans la phase de l'intelligence économique, donc dans la sécurité économique des entreprises, sont là aussi pour rechercher les nouveaux modes opératoires empruntés par la cybercriminalité et venir en appui dans la sécurité économique des entreprises. Et là-dessus intervient aussi, j'imagine, des RSD aussi. Voilà, donc il y a, effectivement, en dehors de la gendarmerie, nous avons d'autres partenaires, hein, à la fois la police nationale qui, sur sa zone de compétence, se structure un petit peu de la même manière que nous. Et puis, suivant l'entreprise ciblée, celle-ci bénéficie plus ou moins de protections, qui sont des fois d'office. Hein, les points d'importance vitale, forcément, bénéficient de l'appui de la Direction générale de la sécurité intérieure. Lorsque c'est une grande entreprise industrielle française qui a des implantations à l'étranger, forcément, c'est la Direction générale de la sûreté extérieure qui sera en appui sur la matière numérique de ces entreprises. Et puis, vous avez aussi le côté défense. Alors là, le ministère des Armées a ses propres services pour s'auto-protéger, quelque part. Mais vous avez aussi la Direction du renseignement et de la sûreté de la défense qui, elle, vient en appui des sociétés privées qui ont des contrats avec la défense. Voilà. Et enfin, effectivement, vous avez la célèbre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un petit peu le garde-fou, mais aussi le producteur de beaucoup de conseils, notamment matérialisés par des guides, qui sont de très bonne facture et qui permettent aux professionnels comme aux particuliers d'utiliser les bons outils numériques et d'organiser au mieux sa façon de travailler et de gérer son réseau informatique au mieux. D'accord. Et du coup, justement, quels sont les principes de base déjà pour sécuriser ces outils pour les échanges numériques? Parce que... Voilà. Alors, nous, à notre niveau, dans notre vulgarisation de la thématique, la base commence par la partie humaine, parce que le premier facteur de risque, c'est l'être humain. Et donc, nous avons coutume de dire que si vous trouvez une clé USB devant votre porte d'entrée, il n'est pas opportun de la mettre sur votre ordinateur, puisque ça peut être, notamment pour le professionnel, une méthode d'entrer dans votre réseau, soit pour le saboter, soit pour s'approprier des données. Au-delà de ça, c'est vraiment la partie la plus ludique, le cloisonnement entre la vie privée et la vie professionnelle est impératif. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc effectivement, l'outil numérique doit être personnalisé, c'est-à-dire que si vous avez un seul poste de travail avec plusieurs travailleurs qui travaillent dessus, parce qu'il y a une rotation dans le travail, suivant les horaires de travail, ou parce que c'est un outil qui sert dans la production au sein de votre entreprise, la personnalisation de la session est impérative. Voilà. L'individualisation de la session est impérative. Non pas pour contrôler le travail effectué par le salarié, mais vraiment pour avoir un passif, un historique des sessions et anticiper, grâce aux sauvegardes possibles, toute menace subie. Et donc, faire une sauvegarde, revenir sur une sauvegarde précédente pour restaurer votre réseau quand il était attaqué. Et en cas de cyberattaque, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que c'est arrivé assez fréquemment, notamment dans le 44 d'ailleurs. Voilà, alors suivant le mode opératoire emprunté par les cybercriminels, quoi qu'il en soit, il faut dénoncer les faits à l'autorité judiciaire. Donc ça passe soit par le commissariat de police, soit par la brigade de gendarmerie où est implanté votre établissement, mais pas que, vous avez guichet unique, donc vous pouvez vous déplacer n'importe où sur le territoire national. Il est impératif de déposer plainte. Et il est aussi impératif de ne pas payer de rançon quand il y en a. Le principe est toujours le même, puisque vous n'avez aucune garantie que votre réseau sera remis en conformité par le criminel. Vous n'avez aucune garantie que de toute façon, il n'y ait pas de médiatisation dans les faits que vous avez subis. C'est aussi un petit peu la peur de l'entrepreneur, c'est sa e-réputation. Et on s'est rendu compte que malgré le paiement de la rançon, le hacker aime montrer qu'il sait faire. Donc, de toute façon, si vous êtes un grand établissement privé comme public, le fait que vous ayez payé la rançon ne garantit en rien que votre image ne soit pas ternie. D'accord, très bien.
Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, je ne savais pas que le groupement de gendarmerie était présent et aussi présent sur la partie cybersécurité. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer dans la phase un peu plus détaillée, hein, avec des acteurs privés qui, justement, s'occupent de sécuriser vos entreprises. Donc, je vais donner la parole à Romain Valetti. Romain, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le créateur de la société Arrivée Informatique et de la marque Telnet. Donc, vous êtes au quotidien, évidemment, en face à face avec les utilisateurs, dont on parlait tout à l'heure. On a bien compris que c'était d'abord l'humain qui était d'abord fautif, hein, comme toujours. Donc, si vous, aujourd'hui, par rapport à... Parce que vous êtes ingénieur aussi informatique, hein, donc depuis 12 ans maintenant, si vous faites un constat de ce que vous avez vu aujourd'hui chez des clients et des prospects aussi, quelle est votre analyse? Trop faible sensibilisation à la sécurité. Les gens ne sont pas encore assez conscients de ce que la faille de sécurité peut apporter à l'entreprise, ou à leur vie privée d'ailleurs. Comme le disait l'adjoint, la problématique avec les gens, surtout dans les TPE, PME, mélange beaucoup le côté perso et privé, et la partie sécurité est souvent mise de côté. D'accord. Hélas. Et justement, par rapport à ça, les enjeux, quels sont les enjeux derrière? Parce que j'imagine qu'il y a des enjeux financiers derrière, techniques. L'enjeu de la survie d'une société, quand vous êtes une petite boîte, vous faites crypter l'ensemble de vos données, vous ne pouvez pas récupérer votre comptabilité ou votre ERP, vous ne pouvez plus facturer, vous ne pouvez plus produire. Vous mettez en jeu la solvabilité et la vie de votre entreprise et des salariés, enfin de l'ensemble des collaborateurs. Oui, parce que si je comprends bien, dans les dernières années, on a tous pensé que c'était plutôt les grosses sociétés. Finalement, vous êtes en train de me dire qu'au niveau local, régional, dans les TPE, PME aujourd'hui, il y a autant de risques, voire peut-être même plus d'ailleurs. Ce qui était vrai dans les grosses sociétés il y a 10 ans, aujourd'hui, les grosses sociétés se sont équipées, ont mis en place la charte informatique, le respect de la vie privée, de la vie personnelle dans la data, la sécurisation des liens, la sécurisation des postes de travail, ce genre de choses. Les grosses sociétés sont passées par là et ont fait des investissements déjà depuis des années sur ça. Donc aujourd'hui, les hackers s'attaquent plus facilement à des petites sociétés parce que moins protégées, parce que moins conscientes du risque, parce que tout le monde pense que la petite boîte de 15 ou 50 personnes, au final, qui veut venir nous piquer, ça intéresse qui, ceci, cela. Et c'est là qu'on voit que c'est problématique. On a un exemple très récent, une société qui est venue nous voir parce que petite TPE de la région nantaise, pour le confort du télétravail de ses utilisateurs, laisse un poste en permanence allumé au sein du bureau, ouvre un peu aléatoirement des ports sur son firewall pour que tout le monde puisse s'y connecter très facilement, tellement facilement qu'au final, quelqu'un s'y est réellement connecté, ne faisant pas partie de la société, et a utilisé ce poste pour rebondir et crypter l'intégralité des données de la société. Ouais, donc ça veut dire que le télétravail va accélérer. Ça accentue la brèche. Oui, ça accentue la brèche, évidemment. Et donc, par rapport à ça, quelle est la stratégie que vous avez adoptée justement au niveau de RG depuis de nombreuses années? Parce que vous avez été vous aussi DSI d'un groupe privé. Donc, tout à fait. Le but, ce qu'on a mis en place dès le départ, c'est d'essayer de sécuriser toute la partie informatique qui est notre cœur de métier. Et puis, au fil du temps, on est devenu opérateur. On a aussi pris le parti d'aller sécuriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du lien qui livre le client, son réseau interne, ses postes, la partie serveur, le cloud, et ainsi de suite. Pour justement avoir vraiment toute la chaîne data-voix sécurisée et tournée vers la qualité de service et la sécurité. Ouais, donc, vos préconisations, c'est plutôt de dire, et c'est pour ça que vous avez créé Telnet, je crois, à l'époque, et vous êtes devenu opérateur, c'est de dire, si j'arrive à maîtriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la fourniture de l'équipement, mais aussi du lien derrière, et puis, évidemment, l'hébergement et la sauvegarde, on ne va peut-être pas dire que c'est le plus... Enfin, en tout cas, on améliore la robustesse. C'est-à-dire que si on maîtrise bien son lien, on peut déjà, via le firewall et la partie... pas rentrer dans le technique pure, mais toute la partie gestion des entrées. Si on peut arrêter, tuer les problématiques dans l'œuf dès le départ, dès l'arrivée dans la société, il est beaucoup plus simple que de ne protéger par exemple que les postes de travail et laisser l'accès au réseau ouvert à tout le monde. Si on coupe l'herbe sous le pied au hacker dès le départ, c'est beaucoup plus simple à gérer, car les portes d'entrée sont beaucoup moins nombreuses, souvent que le nombre de postes sur un parc informatique. Ouais, donc c'est un peu comme la chaîne du froid, il faut respecter. C'est tout à fait ça. Pour tout respecter. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour
adapter cette stratégie, parce qu'on a quand même beaucoup de TPE, PME dans les clients RLG aujourd'hui. Donc, comment vous faites concrètement? Concrètement, alors chez nos clients, on travaille ça depuis de nombreuses années. On essaie d'emmener de la prise en compte de la sécurité chez l'ensemble de nos clients. Chez les prospects, on va commencer par le début, on va faire des audits, audit de sécurité, audit informatique. C'est aussi un audit humain, souvent, savoir comprendre les habitudes des gens, comment ils travaillent, pourquoi, comment ils font ça, pourquoi sur le PC portable de l'assistante de direction, elle rentre tous les soirs avec parce qu'évidemment, elle fait un peu de travail à la maison, mais quand elle est à la maison, est-ce qu'elle est bien sécurisée? Est-ce qu'on a bien une stratégie de mot de passe cohérente? On a un VPN pour se connecter, c'est pas tout ouvert à tout. Voilà. Cette partie, on va dire, ingénierie au départ, humaine et technique, permet de voir ça. Après, la vérification, évidemment, de la sécurité des réseaux, des réseaux sans fil ouvert à tout le monde, par exemple, éviter ce genre de choses. Créer des réseaux, un truc tout bête, créer un réseau Wi-Fi invité dans les sociétés. Vous avez un fournisseur, un client qui passe, il n'y a pas besoin d'accéder à votre réseau, vous avez juste besoin d'Internet. Séparer ces réseaux-là. Avancer sur la sécurisation des réseaux filaires, c'est important aussi. C'est quelque chose qui arrive qui se met de plus en plus en place, même dans les petites boîtes. Et après, évidemment, ce qu'on aurait même pu commencer par faire, la stratégie des mots de passe, coffre-fort de mots de passe, avoir un turnover des mots de passe réguliers, des mots de passe complexes, au-delà de sa date de naissance, par exemple. Ce genre de choses, ça c'est le B.A.-bas. Aujourd'hui, malgré tout, beaucoup de sociétés n'appliquent même pas ça. Bah, c'est ce que vous évoquiez, je crois, quand on a préparé cette émission, c'est que vous trouvez encore beaucoup de post-it collés derrière les claviers, ce genre de choses. J'ai mes collaborateurs, quand ils changent un écran sur un site en général, le plus long pour l'utilisateur qui avait l'ancien écran, c'est de décoller l'ensemble de ces post-it pour les recoller sur son nouvel écran. Et en général, il n'y a pas que des numéros de téléphone sur ces post-it. D'accord. Donc en fait, mais je vous entends souvent parler de la partie connexion, en effet. Et sur la stratégie de sécurité aujourd'hui, on constate encore beaucoup que même les antivirus ne sont pas forcément installés, ne sont pas forcément à jour. Et on sait que les hackers, évidemment, on a des chiffres aujourd'hui qui sont assez impressionnants. Là, pour préparer l'émission, j'ai regardé un petit peu les chiffres qui sont fournis par des sociétés d'assurance, sur lesquelles on reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Le coût médian est passé de 9 000 à 52 000 euros. On est quand même sur des chiffres relativement importants, par exemple. Donc, c'est un préjudice non négligeable, avec les types d'attaques les plus courantes, et 23% se font par infection d'un virus. Alors, je sais que le virus, en ce moment, c'est un peu à la mode, mais là, on parle de virus informatique, bien évidemment. 21% sont dus à la compromission de la messagerie d'entreprise, donc des messages qui sont ouverts et qui n'auraient pas jamais dû être ouverts. Non sollicités, absolument. 19% à du ransomware, donc on a évoqué avec l'adjudant tout à l'heure, et 18% simplement par la perte d'appareils et de données sensibles. Donc on sait qu'il y a le risque est quand même toujours aussi important, et de moi, depuis une quinzaine d'années, je pensais que le problème était résolu, mais apparemment, toujours pas. Non, un tout bête, un exemple, vous vous faites voler un PC portable, souvent, avec les jeux, ce n'est même pas déclaré, mais c'est un risque. Il y avait des données. Et même si vous êtes dans une société où il n'y avait pas réellement de données dans ce PC portable, si l'utilisateur malveillant arrive à ouvrir la session utilisateur, souvent, par exemple, le Wi-Fi d'entreprise était préenregistré. Donc, il suffit au hacker, à la personne malveillante de se rapprocher de votre société. Il se met dans la cour, en général, on capte le Wi-Fi, il est connecté à votre réseau, alors que lui, vous ne lui avez rien dit. Donc, il faut être vigilant sur l'ensemble des périphériques qui sont acceptés dans le sein de l'entreprise. Ça part du téléphone portable, le smartphone, aujourd'hui, tout le monde en a. On fait tout avec, on fait LinkedIn pour le côté pro, mais on fait aussi un peu de Facebook, Twitter, histoire de s'amuser les soirées. Donc, du coup, il faut faire quand même très attention à cette chose-là. On a du mal à vraiment scinder perso-pro, on en revient toujours à ça, et il faut faire attention. Et donc, par rapport à cette stratégie, donc vous êtes aujourd'hui capable aussi donc de sécuriser la partie smartphone. Donc, sur toute la chaîne, aujourd'hui, on est capable de mettre un niveau de sécurité, en tout cas, qui va ralentir. Ça va peut-être pas toujours arrêter, mais en tout cas… Le but, c'est de mettre des outils en place un peu partout pour éviter qu'il y ait un vrai trou en quelque part. C'est-à-dire que si vous avez une barrière de sécurité, un bon antivirus sur un poste, du MDM sur vos mobiles, du VPN quand vous vous connectez depuis l'extérieur, pas de port ouvert, tout va sur vos réseaux, déjà, ce sont des solutions relativement simples à mettre en œuvre, qui ne sont pas très coûteuses, voire pas coûteuses du tout pour certaines choses.
Ça, c'est le B à bas. C'est des choses qu'il faut mettre en place dès le départ. Une fois que ça s'est mis en place, on peut commencer à monter un peu en gamme. Après, gestion de mot de passe, amélioration, gestion des flux, faire de l'analyse de paquet. Là, on part sur des systèmes plus complexes, comme on peut aussi attaquer le DR, qui sont des technos qui sont. Alors, c'est quoi ça, le DR? Le DR, c'est ce qu'on va venir coller à l'antivirus. C'est souvent un plugin à l'antivirus existant qui permet d'analyser aussi l'environnement dans lequel le poste, si c'est un poste, par exemple, se trouve. Pour éviter l'antivirus va se focaliser sur le poste en lui-même et protéger la machine, l'utilisateur qui est dessus. Le DR va nous aider un peu à analyser ce qui se trouve autour. Et donc, du coup, enfin, il y a un peu d'IA, il y a un peu plein de choses. Il y a du bac à sable. Ça permet de tester ce qui se passe autour de la machine et de pouvoir répondre en masse, surtout si vous avez toutes vos machines équipées de DR, répondre en masse à un problème qui vient de l'extérieur. Ouais, donc ça demande beaucoup de veille. Ça demande beaucoup de veille, évidemment. Tout ingénieur qui développe un logiciel pour améliorer la sécurité, vous avez son pendant qui va développer ce qui va casser la sécurité. Donc c'est sans fin. Il faut toujours faire de la veille techno sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les hackers rivalisent d'ingéniosité pour pouvoir attaquer les sociétés, et donc il faut toujours améliorer la protection. D'accord. Et donc pour les petites entreprises, j'imagine que l'enjeu est aussi financier. Est-ce que finalement ça coûte cher, ou il y a déjà quelques règles qu'on pourrait déjà mettre en place? C'est un faux procès. La sécurité coûte de l'argent, il est vrai, mais il faut le mettre au regard de la taille de la société. Je dis toujours, ça ne sert à rien d'acheter un char d'assaut pour aller écraser des mouches. Voilà. Il faut faire aussi avec les moyens qu'a la structure. Mais il y a des choses qui sont très simples. Hein. Moi, j'ai une dizaine de règles qu'on donne, qui sont aussi des règles propulsées par l'ANSSI, qui sont souvent pas coûteuses, peut-être un peu de temps, mais qui sont radicales. Si on les cite rapidement, la première que l'on cite depuis le départ, les mots de passe complexes. Voilà, éviter un mot de passe à 4 caractères composé du code PIN de votre téléphone ou de votre code de carte bleue. Voilà, on en rigole, mais je le vois encore, c'est pour ça. La statistique, voilà, c'est ça. Il y a des sites, on pourra mettre le lien, un site de chez Kaspersky qui est très bien fait, qui vous permet de tester votre mot de passe en live. D'accord. Vous mettez votre mot de passe et il vous dit combien de temps un robot mettra à le casser. Voilà. Quand vous avez un mot de passe qui tient à peu près 10 siècles, c'est bien. Quand vous avez un mot de passe qui tient une journée, vous vous dites, tiens, il faut vraiment que je le change. Voilà, à peu près l'ordre de grandeur. Voilà. Pour ça, vous faites ça lors de l'audit, par exemple? Tout à fait. C'est un outil qu'on envoie par mail à tous les utilisateurs de la société, par exemple. Et ils essaient leur mot de passe. C'est un peu ludique en plus. C'est ludique, très bien. Sauvegardez vos données, mais ça on ne le répétera jamais assez. Sauvegarder. Sur des supports différents que la clé USB, ce genre de choses. Multiples supports, hein, parce que si vous sauvegardez toutes vos données sur votre clé USB, mais que le jour où vous faites attaquer, votre clé USB de sauvegarde est connectée à votre poste, elle sera cryptée comme le reste. Donc vous n'aurez que votre clé USB pour pleurer à peu près. Donc ça, c'est faire attention. Déconnecter les sauvegardes du réseau, déconnecter les sauvegardes de la production. Ça, c'est important. Appliquer des mises à jour sur vos machines. Donc le dernier iOS, le dernier Android, les versions de Windows 10, tout ça, voilà. Avancer là-dessus, mettre à jour, c'est gratuit, il faut le faire. Virer toutes les machines en Windows XP, Windows 7, ça commence à sortir aussi. Voilà, être conscient de faire de la veille techno sur cette partie-là pour être bien à jour. Les mises à jour ne sont pas que là pour vous embêter et faire redémarrer votre machine. Elles sont souvent là pour corriger des problèmes et souvent des failles de sécurité. C'est quelque chose que vous faites régulièrement, j'imagine? C'est quelque chose que l'on monitore chez nos clients. D'accord. Sur les parcs que l'on infogère, on monitore ce degré de pénétration de la mise à jour. D'accord, très bien. Évidemment, après, en quatrième règle, on va dire utiliser un antivirus, ça paraît logique, mais la petite boîte de 10 personnes dont on parlait tout à l'heure qui s'est fait hacker n'avait pas obligatoirement pensé à protéger ses machines, d'où la facilité pour le hacker de crypter. Donc voilà, l'antivirus, ça a un coût. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous l'achetez une fois que 10 ans après vous êtes protégé. Hein, c'est un abonnement qui se renouvelle au mois, à l'année, et vérifier qu'ils se mettent bien à jour. On parle de combien? Ce n'est pas des sommes extrêmes non plus. On parle de sommes entre 30 et 50 euros par an par poste, en fonction de la qualité de l'antivirus qu'on veut, de la performance que vous souhaitez. Ce n'est pas des choses ultra coûteuses, au regard de ce que ça peut sauver. Ouais. Toujours pareil, il faut le mettre toujours au regard de ce que ça peut sauver. Après, télécharger des applications sur vos mobiles, PC, depuis des sites vérifiés. L'ANSSI, il y a des guides là-dessus aussi. Éviter les applications, un copain qui vous envoie un truc sur un lien un peu bizarre. Voilà, vous allez voir, c'est une super appli.
C'est un point doc qui lance un point VBS, qui lance un point truc. Bon, bah, ça, on évite. Voilà, c'est un peu de bon sens. C'est bon sens, ça. Voilà. On se méfie des messages inattendus. Moi, j'ai un prospect qui est devenu client, qui est venu me voir un jour en me disant mon parc est crypté. On a trouvé le PC qui avait crypté le parc. Et quand on a interrogé l'utilisateur, la personne nous a dit oui, c'est moi, je le reconnais. Hier, j'ai reçu une facture free. Je l'ai ouverte et j'ai crypté le parc. Première question, j'ai dit avez-vous un abonnement chez Free? Non. Ouais. Voilà. Donc, bon, voilà. Question de bon sens. Ouais. C'est souvent le plus dur. Pareil, aujourd'hui, avec le confinement, on voit les sociétés de vente en ligne qui explosent. Faites vos achats sur des sites vérifiés. Aujourd'hui, vous avez des petits cadenas, des barres vertes dans la navigation, ce genre de choses. Il faut être vigilant à ça. Vous mettez vos numéros de carte bleue. Souvent, vous créez un compte sur ce site-là avec votre adresse mail et un mot de passe que vous affectionnez particulièrement, parce que celui-là, vous ne l'oubliez pas, vous le mettez partout. Si quelqu'un récupère ces infos-là, il faut vous dire qu'il va pouvoir se connecter sur l'ensemble des sites web où vous avez mis ce couple d'utilisateurs mot de passe. D'où l'intérêt d'aller se procurer un coffre-fort de mots de passe qui génère des mots de passe aléatoires pour vous sur à peu près une taille comme ça. Vous n'avez pas à les retenir, c'est lui qui le fait. Vous avez ce qu'on appelle un master password qui vous permet de déverrouiller votre coffre-fort. Et après, vous avez accès à l'ensemble des mots de passe que vous avez générés pour vos sites web. Donc, plus qu'un seul mot de passe pour accéder aux autres. C'est ça. Ouais. Donc, c'est déjà très bien. On revient sur le côté pro-perso, maîtrisez vos réseaux sociaux. Évitez d'avoir dans vos réseaux professionnels tous vos amis d'enfance et même les gens que vous ne connaissez pas et qui veulent absolument venir devenir copains et vous faites accepter parce que j'ai le plus gros réseau de mon entourage. Et puis, vous allez finir par recevoir des choses qui ne sont pas voulues. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Il faut faire attention à cette partie. Et on en revient, toujours télétravail, confinement, maison, beaucoup de mélange pro-perso et c'est ça qui souvent emmène la vraie problématique de départ, la brèche pour entrer sur un périphérique qui appartient un peu aux deux et qui va du coup plutôt dédié sur le pro et va emmener le hacker là où il veut, c'est-à-dire sur la partie professionnelle. Alors justement, par rapport à ça, on entend beaucoup parler de VPN, on voit tout un tas d'offres sur le VPN. Est-ce que vous pouvez décrire un peu comment fonctionne la VPN et est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, notamment pour le télétravail? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures supplémentaires qu'on peut rajouter parce que apparemment c'est pas le VPN, c'est le système et c'est très vieux. Le but c'est de crypter tous les échanges de données entre un site A et un site B ou une machine cliente et son site central. C'est le minimum quand vous faites du télétravail. Le minimum c'est d'avoir du VPN pour accéder à des informations qui sont à l'intérieur de la société. Ça c'est le minimum du minimum. Aujourd'hui, nous, par exemple, on propose une solution de VPN avec double authentification. Ça, on est sûr de la personne qui se connecte au VPN. La personne rentre son adresse mail, un mot de passe qui lui est personnel, ça ouvre son VPN. Et dans la foulée, sur son numéro de téléphone professionnel, il va recevoir un code, 4, 6, 8 chiffres, qui lui permet d'aller valider la double authentification de son VPN. Si ce code-là n'est pas rentré, la machine n'est pas dans le réseau, elle est dans un bac à sable et elle n'a pas accès à la donnée. Donc on va coupler en fait la partie smartphone, donc en fait qui est géré finalement comme un périphérique informatique standard. Autrefois on avait des clés. C'est un PC, c'est aussi puissant qu'un PC aujourd'hui. Ouais, bon, en plus. Donc du coup on couple les deux pour pouvoir accéder à ce réseau. Oui, au réseau de sa société. D'accord. Et donc là nous en tant qu'informaticiens, on est sûr de la personne qui se connecte. D'accord. Après, surtout avec des périphériques récents où vous avez la biométrie ou la reconnaissance faciale. Pour en finir juste les petites règles, la dernière, pour moi, faites attention au réseau où vous vous connectez. Quand vous êtes à l'aéroport, je crois que vous avez une anecdote là-dessus. Il y a quelques années, au CES de Barcelone, il y a un hacker qui est venu, qui a posé une borne Wi-Fi avec une batterie. Il a créé un réseau qui s'appelle CES, ouvert à tout le monde. Tous les étrangers qui arrivaient à Barcelone pour le CES se sont évidemment connectés là-dessus, parce que la data en mobilité était encore extrêmement chère, donc on prenait des Wi-Fi gratuits dès qu'on pouvait. Et en fait, son but, c'était de voir tout le monde se connecter, leur fournir un peu d'Internet, mais surtout de voir tout ce que les gens faisaient. Il avait une conférence de prévue au CES sur un sujet lambda, et en fait, il n'a pas du tout parlé de ce sujet-là, il a affiché toutes les données qu'il avait récupérées des utilisateurs qui venaient au CES. Donc voilà, il a piégé des grands noms qui consultaient leur compte bancaire, et ainsi de suite. Donc, c'est assez flagrant, et ça, c'est ce qu'on appelle le Mad in the Middle. C'est vraiment une attaque hyper connue. C'est de créer un faux point d'accès, une fausse stratégie de connexion pour que les utilisateurs s'engouffrent là-dedans.
peut voir tout ce qui passe sur le réseau et analyser tout ce qui passe sur le réseau. D'où l'intérêt, pareil, d'utiliser des points de wifi sécurisés et sur des sites web sécurisés. Du coup, la donnée est cryptée. Donc, la personne qui est au milieu a beaucoup plus de mal à récupérer l'information. Donc, bon, comme on le voit encore une fois, c'est souvent l'être humain qui finalement, peut-être pas, alors en effet, pas assez sensibilisé, ne se rend pas forcément compte des enjeux qu'il y a derrière. Souvent, c'est ça. Voilà, donc là, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont connectés ce matin. On parle souvent de la charte informatique. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle ils pouvaient justement agir parce que, au moins, ça sensibilise. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que créer une charte informatique, même dans une TPE de 5 personnes, c'est obliger les collaborateurs à s'engager au moins intellectuellement dans une démarche de sécurisation et de faire attention. Ce n'est qu'un document papier, ça ne donne pas obligatoirement de bonnes pratiques, ce genre de choses, mais ça invite le collaborateur à bien prendre conscience que dans ces outils professionnels, il a de la donnée professionnelle qui a une valeur malgré tout. Pas obligatoirement financière, c'est pas obligatoirement des secrets industriels qui vont être volés, mais enfin, moi j'ai déjà vu chez un artisan qui s'est fait crypter sa compta des 10 dernières années. C'est très pénalisant. Pourquoi? Parce que ils sont 2 ou 3 dans sa petite boîte et il a pris un intérimaire pendant 6 mois pour refaire de la saisie comptable pour pouvoir produire des justificatifs en cas de contrôle. Il n'y a aucun intérêt, dépenses d'argent, dépenses de temps, énervement, tout ce genre de choses. Alors qu'à la base, c'était une chose toute bête. Le poste qui fait la compta, c'était une passoire. Et on perd du coup de l'argent, du temps, juste pour une bêtise. Comme on disait, un antivirus à 50 balles. Ouais, donc c'est pas des choses vraiment extrêmement coûteuses. C'est pas obligatoirement très coûteux, c'est juste un peu de bon sens. Il y a un peu de bon sens. Et comme vous le disiez, l'utilisateur doit prendre conscience de ça. La charte informatique peut aider à faire prendre conscience de ça. Donc c'est des choses que vous proposez maintenant systématiquement et de plus en plus, j'imagine. C'est de plus en plus de monde. Ouais, c'est clair. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait à peu près le tour, je pense, sans être trop long. Axel, tu me dis si jamais il y a quelques questions qui arrivent. En général, il n'y en a pas beaucoup. Je vais déjà commencer par remercier encore l'adjudant pour sa présentation et ses quelques conseils. Je pense qu'on a découvert votre activité, vos missions, même si elles sont récentes. Je pense que c'était bien de les mettre en avant. Je profite pour remercier le Major Pifto qui nous a mis en relation, qui est lui sur Angers. Donc on fera la même chose d'ailleurs sur Angers avec la Chambre des métiers. Merci à Axel qui était à la production. Donc merci à toi pour l'organisation de cet événement-là. Je profite évidemment pour tous les abonnés à LinkedIn. Je vous répète simplement qu'on a mis en place une ligne éditoriale. Donc l'émission que vous avez aujourd'hui, évidemment, sera retransmise un petit peu plus tard. D'abord à ceux qui vont évidemment en ont fait la demande puisqu'ils se sont inscrits aujourd'hui. Et sur LinkedIn, vous verrez, donc chaque semaine, il y a une thématique qui est développée. Donc la semaine 1, c'est sur la sécurité. La semaine 2, ce sera sur l'hébergement. La semaine 3, sur la téléphonie, les telcos de façon générale. Et puis, en dernier recours, la partie hardware et infogérance en 4e semaine. Donc, ça fait partie d'une démarche qu'on met en place depuis ce début d'année. Cette émission sera suivie d'autres émissions. Donc, la prochaine, et non des moindres, ce sera le 23 février. C'est la bonne date cette fois-ci. Donc là, on parlera de sauvegarde de données. Donc, je sais qu'RLG a 2 centres d'hébergement ici. Donc, on parlera évidemment du cryptage des données, de la sauvegarde. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en cas de problème, c'est-à-dire mettre en place un PRA, ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité pour justement parfaire, je dirais, la partie sécurité et puis s'assurer que l'entreprise va pouvoir perdurer. Parce que malheureusement, il y a des entreprises qui ont connu de graves problèmes et qui ont malheureusement disparu à cause d'une petite erreur humaine parfois, mais avec des hackers qui sont de plus en plus performants et qui s'attaquent encore une fois, pas uniquement à des grosses entreprises, mais de plus en plus justement à des petites, c'est ce qu'on voit. Et là justement, il y a un vrai enjeu et les pouvoirs publics justement en ont conscience aujourd'hui et les formations et la sensibilisation le font. Et je crois même que vous faites des audits. Vous n'en avez pas parlé, mais je crois que vous faites des audits aujourd'hui en entreprise pour ça. Alors effectivement, en plus des diagnostics de sûreté ou des audits de sûreté qu'on fait pour la sécurisation des sites, dans la continuité de cette démarche de prévention, le diagnostic en intelligence économique et en sécurité des entreprises peut venir compléter cette analyse des risques. Voilà. Et donc forcément, il y a le volet en sécurité économique, donc les risques
liées par l'entrisme en entreprise, l'espionnage industriel, ce genre de thématiques, et forcément la sécurisation numérique, donc, par le fonctionnement même de l'entreprise, voilà, avec des données élémentaires à prendre en compte pour sécuriser au mieux son établissement, comme ça a été souligné, hein, donc cloisonner son activité privée et personnelle, modifier régulièrement son mot de passe ou les sécuriser grâce à un coffre-fort de mot de passe, éteindre son poste de travail tous les soirs pour que les mises à jour automatiques se fassent dès le lendemain matin, et puis avoir un antivirus, un anti-spam, voilà, des choses de base élémentaires qui ne sont pas mises en œuvre systématiquement, malheureusement. Ok. Eh ben, merci encore à vous tous. Merci Romain, merci adjudant. Et puis écoutez, au plaisir. Donc le rendez-vous est pris pour le 23 février. Ensuite, vous savez qu'au mois de mars, là, on a eu beaucoup de demandes. Ce sera la partie RGPD. Alors ça, c'est une thématique redondante qui devient de plus en plus obligatoire, enfin qui est obligatoire d'ailleurs, et qui devient une préoccupation importante. Alors c'est un problème juridique avant tout. Donc on sera accompagné d'un cabinet d'avocats qui interviendra avec nous. Au mois d'avril, on fera quelque chose de particulier là sur la cybersécurité, avec une société qui est spécialisée depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Intrinsec. Donc, il fait des audits, ce qu'on appelle les audits flash aussi. Donc, il va tester la résistance, justement, de la politique de sécurité qui est mise en place. Et on finira donc au mois de mai par le risque par rapport aux pertes d'exploitation. Et on fera intervenir un cabinet d'assurance spécialisé là-dessus, sur justement quel contrat faut-il signer aujourd'hui pour se prémunir des pertes d'exploitation liées, parce que, encore une fois, on n'est pas sûr à 100% qu'on pourra mettre tout en place, même si on fait le maximum. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore, et puis je vous dis rendez-vous le 23, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rappeler, vous êtes sur le site internet, vous voyez sur LinkedIn, et puis on sera à votre disposition. Merci, et puis bonne journée à vous.